Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter des INS. Ce sera la première vidéo d'un groupe de 3 vidéos, donc 2 autres vidéos vont faire suite. Soyez là pour ne pas les rater. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et puis à vous abonner aussi à mes comptes Instagram, Twitter et Facebook. Alors, il existe 2 grandes familles d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou AIS, qu'on appelle les corticoïdes. Comme on peut le voir, leur nom vient du fait que les corticoïdes ont un noyau stérol dans leur structure. Ensuite ont été découverts les INS ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, car ils n'ont pas ce noyau stérol tout simplement. On va les utiliser lorsque l'inflammation, qui est un processus normal de défense de l'organisme, devient excessif et provoque notamment des douleurs. Ce sont donc des médicaments symptomatiques qui n'agissent pas sur la cause de l'inflammation. Dans cette vidéo, je vais parler des INS, mais je ne parlerai pas de l'aspirine, je préfère la traiter sur une autre vidéo où je ne parlerai que d'elle puisque c'est une molécule à part entière. Pareil pour les corticoïdes, donc il y aura 2 autres vidéos normalement. Les INS sont des inhibiteurs de la cyclooxygénase ou COX qui existent sous 2 formes. COX-1 qui est constitutive et responsable de la majorité des effets indésirables, et COX-2 qui est inductible, donc sécrété lors de l'inflammation. Ces INS se divisent en plusieurs groupes que l'on classe en fonction de leur structure. Tout d'abord les indoliques car ils ont un noyau indole comme l'indométhacine et le sulindac. Les aryles carboxyliques qui ont une fonction aryl carboxylique avec un acide carboxylique à la fin. Et ce sont les plus connus avec l'ibuprofène qui est très largement utilisé, le kétoprophène, le flurbiprophène, etc. Les phénamates comme l'acide niflumique et l'acide méphénamique. Les oxycames qui détiennent tous un soufre comme le pyroxycam, etc. Et enfin les coxibes comme le sélécoxib, parécoxib et étoricoxib. Petite parenthèse sur ces coxibes qui ont été mis sur le marché pour éviter les effets indésirables digestifs connus pour être causés par les INS. Comme les INS agissent sur les 2 enzymes COX-1 et 2 sans distinction, eh bien ils atténuent certes la douleur mais exposent dans le même temps le patient à des effets digestifs indésirables. En plus de brûlures d'estomac, ils peuvent être à l'origine d'ulcères, voire de perforations et d'hémorragies gastriques. La particularité des coxibes est de cibler les COX-2 uniquement. Donc, ils étaient censés épargner la production de prostaglandines protectrices, puisque la COX-1 ne sera pas inhibée et continuera à produire des prostaglandines, et donc diminuer la fréquence des troubles gastriques. Mais il s'est avéré que ces effets sont relatifs, et en plus de ça, il a été prouvé qu'ils augmenteraient le risque d'accidents cardiovasculaires comme les AVC et les infarctus. Cela a conduit au rofecoxib qui a été retiré du marché en 2004. Donc finalement, ces coxibes doivent être utilisés avec beaucoup de précautions. Il serait intéressant déjà de savoir ce que c'est que l'inflammation. C'est une réaction localisée d'un tissu suite à une agression qui peut être interne ou externe. Elle se compose de 3 phases. La première est la phase vasculaire qui se déroule donc dans le vaisseau sanguin. Après l'agression d'un tissu, n'importe lequel, les mastocytes vont libérer de l'histamine, ce qui va stimuler la vasodilatation des vaisseaux qui vont gonfler. Ceci va se traduire par une rougeur et chaleur que l'on voit quand on a une entorse par exemple. Ensuite, les capillaires qui se retrouvent surchargés vont avoir du liquide qui les contient s'échapper puis s'infiltrer dans le tissu lui-même. Cela se fait par un principe d'osmolarité. L'aboutissement sera donc le gonflement du tissu à cause de l'accumulation de ce liquide qui s'échappe et la douleur. Ce sont les 4 signes principaux de cette phase: rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Ensuite arrive la phase 2, qui est cellulaire. Il va y avoir un afflux de polynucléaires et de macrophages, cette fois-ci pour permettre la phagocytose et la production de lymphokines pour combattre ce qui attaque le tissu et provoque cette inflammation. Ce qui montre que c'est bien un processus de défense de l'organisme naturel et vital. Et enfin, lorsque tout s'est résolu, on arrive à la phase 3 de régénération pour cicatriser le tissu par la synthèse de collagène par les fibroblastes. Alors à quel moment vont intervenir les INS dans ce processus d'inflammation ? Eh bien, lorsque cette inflammation devient excessive et n'arrive pas à cette phase 3 de régénération, ou lorsqu'elle donne lieu à trop de douleur tout simplement, les INS vont donc atténuer ce processus. On verra comment plus en détail tout à l'heure. Alors, on va maintenant rentrer en détail dans ce mécanisme d'action. Lors d'une lésion, la phospholipase A2 est libérée et elle va transformer les phospholipides membranaires en acide arachidonique. Ce dernier est substrat de 2 types d'enzymes, les LOX ou lipoxygénases qui donnent des leucotriènes et des COX ou cyclooxygénases qui donnent des prostaglandines.
Ici, on va se concentrer uniquement sur les COX qui vont intervenir dans le mécanisme d'action des AINS. Donc voici la cascade qui découle de l'action des COX sur l'acide arachidonique. Ces prostaglandines obtenues sont impliquées dans de nombreux systèmes physiologiques gastro-intestinal, génito-urinaire, immunitaire, etc. comme on peut le voir. Ces molécules sont vraiment considérées comme des médiateurs pro-inflammatoires ou même anti-inflammatoires selon le récepteur activé et le contexte cellulaire. Cette action est très complexe car les prostaglandines peuvent avoir des effets synergiques ou bien antagonistes pour un même processus physiologique comme l'agrégation plaquettaire. Les AINS vont inhiber l'action des enzymes COX-1 et COX-2 et bloquer ainsi la synthèse des prostaglandines. Cet effet donnera lieu principalement à un effet anti-inflammatoire, mais aussi à des effets indésirables, vu les actions diverses des prostaglandines qui se retrouvent diminuées. Vu toutes les ramifications que l'on vient de voir de la cascade qui inhibe les AINS, ils vont avoir plusieurs effets. Un effet anti-inflammatoire obtenu à forte dose d'AINS, c'est-à-dire autour d'1 gramme. Un effet antalgique donc contre la douleur. Un effet antipyrétique contre la fièvre qui s'obtient par une action sur l'hypothalamus, qui est le centre thermorégulateur qui régule la température du corps. Et puis un effet antiagrégant qui lui est obtenu à faible dose, donc aux alentours de 100 mg. En ce qui concerne leur pharmacocinétique, ils ont une bonne absorption qui est rapide et complète. Leur métabolisme est hépatique et leur élimination urinaire. Ils présentent une forte liaison protéique, c'est pourquoi il faut faire attention aux interactions médicamenteuses, comme le méthotrexate à dose supérieure à 20 mg par semaine, les autres AINS et salicylés, et le lithium. Lors d'un traitement au long cours, il faut une surveillance, notamment de la clinique avec la tension artérielle, et biologique avec un suivi de la NFS, des fonctions rénales et hépatiques. Ces molécules présentent plusieurs indications, notamment dans la sphère de la rhumatologie avec les rhumatismes inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi les arthroses douloureuses ou invalidantes. Celles-ci rentrent dans la case des traitements à long cours. On peut également les prescrire pour les poussées aiguës d'arthrose ou de lombalgie qui sont eux des traitements de courte durée. Ensuite, il y a bien entendu les inflammations douloureuses ou fébriles comme les dysménorrhées ou tout ce qui rentre dans la traumatologie comme les entorses, etc. Il y a, comme tout médicament, des contre-indications à savoir, qui sont les insuffisances rénales, hépatiques et cardiaques sévères, mais aussi chez les enfants de moins de 15 ans, car il y a un risque pour eux de développer un syndrome de Reille. Donc chez les enfants, on préfère le paracétamol pour traiter les fièvres, par exemple. Ils sont également contre-indiqués pour les patients avec un ulcère duodénal en évolution, au risque de l'aggraver, et aussi lors du 6e mois de grossesse et de l'allaitement. Toutefois, il faut savoir qu'en pratique, on évite de donner des AINS durant toute la grossesse. On préfère, comme pour les enfants, le paracétamol pour traiter les douleurs et fièvres. Les effets secondaires sont de 2 grands types et nombreux. Je vais citer les principaux. Ceux liés à l'inhibition des prostaglandines, ils peuvent être digestifs, comme on en a parlé au début de la vidéo, car les AINS diminuent les prostaglandines protectrices digestives, ce qui peut donner lieu à des gastralgies, nausées, vomissements, hémorragie digestive et diarrhée. Pour prévenir ce genre de troubles, on va associer les AINS à un IPP comme l'oméprazole qui protège l'estomac en diminuant l'acidité gastrique. Les effets indésirables rénaux sont les risques d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle par diminution des prostaglandines vasodilatatrices. Il y a aussi un risque infectieux car les prostaglandines activatrices de la migration des macrophages vont diminuer. Et également un risque de retard à l'accouchement car les prostaglandines interviennent dans le processus des contractions utérines. Donc en gros, chez la femme enceinte, il ne faut vraiment pas d'AINS. Enfin, il y a des effets non liés à l'inhibition des prostaglandines qui sont par exemple l'hypersensibilité à ces molécules. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à la partager et la liker si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.